Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Sébastien, Bonjour. comment vas-tu? Très bien, très Bon, heureux de super. te rencontrer. Génial, je suis ravie aussi de pouvoir t'interviewer. Donc, on est sur un nouvel épisode de Petite Confidence entre artistes. Un nouvel artiste bordelais qui a accepté de répondre à mes questions et à vous partager un peu tout son parcours d'artiste, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a essayé, testé, ses retours d'expérience. Ça a beaucoup de valeur. Moi, j'ai eu la chance de discuter un peu avec lui avant et il y a pas mal de choses assez inspirantes. Donc, je suis très contente que tu sois là, Sébastien. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter en tant qu'artiste, qui tu es, ce que tu fais, ton univers artistique? Alors, je suis Sébastien de Royer, je suis peintre et graphiste. Et dans mon trajet de peintre, j'ai une particularité, c'est que j'ai cessé de peindre pendant presque 20 ans. J'avais démarré, j'ai arrêté, et à un moment, j'ai ressenti une sorte d'état d'urgence et je me suis dit, il faut vraiment redémarrer cette activité, il faut pas rester sans peindre. Et j'ai repris il y a quelques années, et je me suis remis dans le circuit, j'ai recommencé à exposer, à rencontrer des gens. Et aujourd'hui, je fais partie d'un collectif à Bordeaux qui s'appelle Atelier Aquitaine. Mm. Voilà, je vis et je travaille à Bordeaux. À Bordeaux, génial. Alors là, j'ai déjà plein de questions qui me viennent en t'écoutant parler. Ouais. Euh, la première, c'est justement concernant ce collectif d'artistes. Pourquoi tu as décidé de rejoindre un collectif? Pourquoi ce collectif? Ouais. Alors, un collectif, parce que je pense que la peinture, c'est un trajet très solitaire, très silencieux. On travaille chez soi dans son atelier. Et je pense que c'est important de savoir sortir de l'atelier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se confronter, il faut montrer ce qu'on fait, et il faut absolument rencontrer des gens, travailler avec eux, il faut faire équipe. Et moi, j'ai vu ce collectif, j'en avais entendu parler, donc j'ai candidaté. J'avais essayé d'autres systèmes avant, mais là j'ai candidaté, j'ai été pris et j'ai exposé avec eux. Et du coup, maintenant, je fais partie aussi de l'organisation, je m'occupe de la communication. On est 14 artistes. Ça permet d'ouvrir des lieux, ça permet d'avoir un vrai commissaire d'exposition, ça permet d'organiser des vrais vernissages avec du monde, parce qu'à 14, quand on invite du monde, il y a beaucoup de monde. Ça m'a ouvert les portes de la salle capitulaire Mably à Bordeaux, qui est un grand lieu d'exposition. Voilà, pour moi, c'était important de bénéficier du soutien des autres, de cette énergie du groupe. Moi, je crois beaucoup au groupe, surtout pour l'exposition. Au moment de la création, on est seul, bon, ça c'est comme ça. Mais à un moment, il faut les autres. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Faut pas rester seul, faut pas s'isoler. Je pense que c'est important. Je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord et c'est d'ailleurs en partie pour ça, en grande partie pour ça que j'ai créé moi aussi un collectif d'artistes, Ah alors qui est un ouais. peu différent du collectif classique comme on le connaît, mais je trouve ça chouette et moi-même je fais aussi partie de groupes parce qu'on passe quand même nos journées seuls effectivement Ouais. et ça fait du bien de pouvoir échanger et tout ça, donc je comprends Ouais, ouais, complètement. c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans les mêmes situations. Ils se Et posent puis les mêmes techniquement, ça questions. peut faire progresser parce que En parfois on a plus. des blocages avec des techniques. On ne sait pas tendre une toile. Moi, j'ai appris à tendre une toile Mm. avec Jean-Marie Rodrigue qui est venu un jour ici à l'atelier et qui m'a dit, je vais te montrer comment on tend un grand format avec du lin, etc. Et on peut échanger des techniques, on peut échanger des adresses de lieux d'expo. On va au vernissage les uns des autres. Ça couvre tout le territoire aquitain, tout le Mm. sud-ouest. Donc ça permet quand même d'avoir un vrai réseau. C'est C'est clair. important. Et Moi, je comment vous fonctionnez du coup? C'est quoi? C'est le rythme? C'est une expo collective par an ou Alors vous c'est êtes... un énorme travail parce que 14 artistes c'est compliqué, il y a des sculpteurs, des plasticiens, il y a des peintres, il y a des photographes, des vidéastes, enfin il y a toutes sortes de pratiques artistiques. Les gens viennent d'un peu partout du moment que c'est le territoire aquitain et il y a un an de préparation pour monter une grosse exposition qui dure 15 jours avec un vernissage. Il y a l'édition d'affiches, l'édition de catalogue d'exposition, donc toutes les expositions
sont documentés. Donc il y a un gros travail en amont et voilà. Cette Et du année, coup, on n'est pas encore certain du lieu, mais normalement, il devrait y avoir une exposition cet hiver. et c'est à c'est à quelle période? C'est ce que j'allais te Alors en demander. général, c'est en hiver. On essaye d'avoir au moins 2 week-ends au cours de l'exposition et 15 jours d'exposition sur le lieu. Et la particularité de ce collectif, c'est qu'il existe depuis un siècle. C'est assez extraordinaire et assez unique. En fait, Atelier Aquitaine, c'est les descendants d'un salon qui s'appelait d'un salon d'art bordelais, auquel participait par exemple le peintre Georges de Sonneville, qui s'appelait l'Atelier. Voilà. Et dans les années 70, ça a changé de nom pour devenir Atelier Aquitaine, mais il n'y a eu aucune interruption. C'est-à-dire que ce collectif se renouvelle au fil du temps, au fil des décennies. Il y a des gens qui entrent, des gens qui sortent, les pratiques se modernisent, mais il y a toujours cette exposition. Voilà, c'est un salon. C'est une résurgence d'un des anciens salons. Et c'est hyper intéressant. Il y a toutes les générations en plus dans ce collectif. Il y a des gens très jeunes, 22, 23 ans, et tu as des gens qui sont beaucoup plus âgés. Donc c'est très intéressant en fait comme expérience. Génial, génial. Ouais, Tu parlais de ton atelier ouais. juste avant. Comment tu l'utilises? Est-ce que c'est un atelier qui peut recevoir du public ou est-ce que tu organises des expos chez toi ou comment tu Alors, fonctionnes? j'ai pas cette possibilité. J'ai un atelier qui est tout petit, puisqu'en fait, qui est constitué de 2 pièces. Donc, en tout, j'ai 25 mètres carrés. Moi, ça me suffit pour travailler. Ça a été un vrai combat pour avoir un atelier parce que les mètres carrés sont chers, hein. Je vis en ville, à Bordeaux, c'est une ville très chère. Donc, avoir un atelier, c'est un luxe. Mais c'est pas un atelier qui permet d'organiser des expositions ou de recevoir du monde. Mais ça fait partie de mes projets à l'avenir, d'aller dans un lieu où je pourrais rénover un bâtiment ou construire quelque chose qui serait un atelier et à ce moment-là où on pourrait organiser des expositions justement avec des amis en duo, en trio, accueillir comme ça des expositions au fil du temps. Parce qu'on manque cruellement de lieux d'exposition à Bordeaux. Les ateliers permettent pas toujours d'exposer. Donc c'est vraiment important si on a la possibilité d'accueillir les autres. Ça permet aussi aux autres d'exposer. Donc j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup avoir un grand atelier qui permettrait ça. Mais j'ai déjà un atelier, donc c'est un luxe. C'est un lieu très important. Donc quand j'arrive dans l'atelier, tout s'arrête. Hum, L'extérieur ne compte plus, l'actualité ne compte plus, savoir s'il fait beau, pas beau, ça n'a plus aucune importance. Il y a un tableau qui m'attend, qui est commencé, qui est pas terminé, et il faut y aller, il faut attaquer. Donc moi j'aime bien ce petit défi d'entrer dans cette pièce où il y a ce support qui m'attend quelque part et je dois me confronter à ça. C'est vraiment j'adore. une activité quotidienne. Quotidien. Alors justement, ouais, est-ce que tu serais capable de dire à peu près, hein, mais quel est le temps que tu passes justement à la création ou tout ce qui tourne autour, hein, parce que je sais qu'il y a aussi tout un temps de Ouais. préparation, de voilà, le temps que tu passes à ça versus le temps que tu passes à faire la promotion de ce que tu fais, à rencontrer, je sais Ouais. pas, on parlera de la présence en ligne, tout ça, tout ce temps-là de communication. Quel est Alors, le rapport entre les deux? oui, oui. Effectivement, aujourd'hui, le système marche. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur Internet. Et toute la partie digitale web est très importante. Ça permet aussi de rencontrer des gens. Ça permet de montrer ce qu'on fait. Donc, je suis présent sur Instagram. J'utilise Instagram un peu comme un journal, c'est-à-dire que parfois je montre des choses qui sont pas encore terminées, qui sont en cours. Je parle de mes interrogations, je montre des choses que j'exposerai pas. Peut-être que j'ai tort, mais moi j'ai choisi de l'utiliser comme un journal et ça me permet de revenir en arrière et de me dire tiens, il y a un an, je travaillais sur cette toile ou sur ce dessin. Tiens, il y a eu cette étape et puis finalement j'ai tout couvert en rouge et ce tableau il n'existe plus. Donc il y a Mmh. des traces de tableaux perdus, de dessins qui ont changé ou qui ont été perdus parce que je les ai loupés à la fin. C'est une sorte de journal visuel Instagram. Et puis ça m'a permis d'entrer en contact avec des gens qui ont un peu la même pratique dans d'autres pays, en Allemagne, en Suède. Il y a des gens qui poursuivent les mêmes recherches. Donc c'est vraiment intéressant l'abstraction, c'est particulier. Et Instagram, c'est vraiment un lieu d'échange assez important. Et puis j'ai un site internet aussi que j'essaye de tenir à jour.
Donc je passe pas mal de temps quand même à entretenir tout ça. On est Après, sur quoi? Sur du 50-50, sur du 40-60? On est sur... ouais, alors l'idéal, ça serait quand même de passer plus de temps à peindre, à dessiner, à expérimenter qu'à faire ça. Donc j'espère que j'ai un temps de création qui est plus long. hmm, Voilà. Après, ça dépend. On peut pas peindre tout le temps. On peut pas peindre tous les jours. Parfois, on reste plusieurs semaines sans toucher un pinceau ou un crayon pour certaines raisons, parce qu'on manque d'énergie, parce que la vie extérieure nous appelle. Et puis, il y a des week-ends où on s'enferme totalement et là, je suis comme un dingue. Je peins jusqu'à 10 heures du soir avec de la techno à fond Ah parce oui, que avec de la j'ai techno. trouvé, ah ouais, ouais. Parce qu'à un moment, c'est une question d'énergie. Tout est Ok. énergie. Moi, mes tableaux, on voit cette série en noir, blanc, gris derrière moi. C'est Hmm. vraiment de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attaquer la toile. Il faut vraiment, je peins, je projette, enfin, si on me filmait en train de peindre, on m'internerait tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énergie, quoi, tu vois. Et Je vois moi, je bien. pense que c'est important. On voit sur la toile, sur le dessin, l'énergie que tu as à ce moment-là, surtout en abstraction. Euh, Ouais. voilà, c'est quand même le grand moteur, la grande ligne de force, c'est l'énergie. Si t'as pas ça, tu vas perdre ton tableau. Donc il faut attendre d'être dans un certain état. Mais il faut quand même peindre régulièrement, sinon tu perds le fil. C'est comme une histoire. Et à un Hmm. moment, si tu perds le fil, t'as du mal à rattraper le... Même si finalement, toi, tu l'as rattrapé puisque tu as arrêté pendant 20 ans, puis tu as repris. Ouais, ouais, c'est une expérience étrange parce que moi j'ai toujours peint. Enfant, j'étais dans un atelier de peinture. Adolescent, j'étais pensionnaire et pour avoir le droit de sortir du pensionnat le mercredi après-midi, il fallait la signature d'un adulte. Donc c'était ma professeure de dessin, Madame Darfeuille. J'allais chez elle tous les mercredis. Elle m'a appris toutes les bases de la peinture. J'ai suivi une méthode qui s'appelait Marteneau, comme pour le piano, mais pour la peinture. Donc j'ai appris toutes les bases de la peinture à l'huile avec elle pendant des années. Et puis après, j'ai fait une école de design à Paris. J'ai dessiné du mobilier à une époque. Enfin, ça, c'était mon tout début de carrière. Mais on avait un atelier, on faisait du nu, on faisait du croquis, on avait des cours de créativité, on peignait beaucoup aussi. Donc j'ai toujours peint. Et j'ai cessé quand j'habitais Paris parce que j'avais pas la place, parce que j'habitais un tout petit appartement et ma partie création graphique prenait tout mon temps. Donc j'ai organisé des expositions dans un premier temps pour les autres. J'avais un lieu qui s'appelait la Grange aux Belles, rue de la Grange aux Belles à Paris, qu'on louait, et là on exposait une dizaine ou une quinzaine d'artistes. Et puis même ça, j'ai dû arrêter. Et plus tard, j'ai eu des incidents dans ma vie, hein, comme tout le monde, des étapes de vie qui m'ont amené à m'interroger, et je me suis dit, il faut reprendre la peinture. J'étais tout le temps dans les galeries en train de regarder ce que faisaient les autres, et je me disais, tiens, ça me parle, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, tiens, ça ressemble à ce que je faisais autrefois. Quand même, c'était sous-jacent. Et un jour, je m'y suis remis, et ce qui est étrange, c'est que j'ai repris ma peinture exactement là où je l'avais laissée. C'est-à-dire que le premier jour où j'ai recommencé à peindre et à dessiner, c'était comme si c'était le lendemain du dernier jour 20 ans plus tôt. C'est-à-dire que la Incroyable. main, le cerveau a vécu plein de choses, l'être humain vit plein de choses, mais la main, c'est l'outil du peintre. Et la main, elle était 20 ans en arrière, et pendant quelques années, j'ai rattrapé le temps comme ça. Ma main était exactement à l'endroit où je l'avais laissé 20 ans plus tôt. C'est Ça, c'est incroyable. fascinant. C'est là où tu vois que c'est une activité très mentale, très émotionnelle, très... il y a quelque chose de très fort là-dedans. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, c'est étrange quand même. J'ai repris là où j'avais laissé. Il n'y a eu aucune étape effacée. J'ai dû faire le chemin. Tu peux pas sauter les étapes. Il faut faire Mhm. le chemin et il faut progresser étape par étape. Ça, c'est vraiment fort. C'est une bonne leçon. Ça, je me suis dit que j'avais perdu beaucoup de temps et que j'allais pas rattraper le temps perdu à toute allure. C'est pas vrai. Je dois faire le chemin, je dois franchir les étapes et c'est très intéressant. Ça a été une bonne leçon, ça. En parlant de chemin, est-ce que tu as fait des rencontres justement sur ce chemin-là qui ont été importantes pour toi, pour ta pratique aussi, mais aussi pour ton développement? Est-ce qu'il y a eu des choses, des points importants comme ça qui t'ont fait avancer ou Oui, changer un peu de chemin ou, oui. Moi, alors d'abord, il y a le travail des autres. C'est la première chose.
Moi, j'ai toujours beaucoup suivi la peinture américaine des années 60, 70, Mhm. 80. Donc, quand j'allais voir une exposition de Joan Mitchell, j'étais absolument sidéré. Cy Twombly, un peintre américain, pareil, qui a eu beaucoup d'un... Enfin, ces gens-là, leur travail m'inspire beaucoup. J'ai été très frappé par leur travail. Et puis aussi un peintre français qui s'appelle Thibaut de Rimpré, qui est décédé il y a pas longtemps, mais dont j'aimais beaucoup le travail. J'ai vu des expositions et à chaque fois j'ai trouvé ça incroyable. C'est des gens, tous les peintres, moi tous les tableaux, toutes les galeries que je suis allé visiter, ça m'a inspiré. Il faut aller voir le travail des autres. Ça, c'est la première rencontre. Aussi bien des gens inconnus que des gens très connus. La première chose, c'est aller dans les musées, aller dans les galeries, dans le monde entier quand vous voyagez, aller voir les expos, les jeunes artistes. Il y a des choses incroyables partout. Donc ça, c'est la première rencontre, c'est le travail des autres. Et puis après, la première exposition, au bout de 20 ans, c'est au Festival des Arts Actuels, c'était sur l'île de Ré. Et là, j'ai exposé dans l'atelier de Catherine Mété, qui était une plasticienne, qui avait vécu à Berlin, qui était une femme incroyable. Et elle m'a proposé d'exposer dans son atelier qui est dans l'une des portes historiques de Saint-Martin-de-Ré, un bâtiment ancien au premier étage. Voilà, elle avait un atelier incroyable. Et ça m'a porté. Je me suis dit que si quelqu'un de cette qualité m'acceptait dans son atelier, c'est qu'elle souhaitait m'encourager. Donc ça m'a fait très très plaisir. Et puis après, j'ai fait des belles rencontres avec des gens qui m'ont aidé ou qui m'ont, je pense à Géraldine Prompt, qui est architecte, et qui m'a acheté des dessins. Ça a été la première à m'acheter des dessins. Ça, j'ai pas oublié. Elle est arrivée, j'ai exposé 6 dessins et elle m'a dit j'en achète 3. 2 pour moi et un pour une de mes clientes, pour un chantier. J'étais super heureux, j'étais vraiment très fier. Et ça, je la remercie. Après, il y a Catherine Danou qui est peintre et qui a beaucoup insisté pour que certains des dessins aillent ensuite en exposition au musée. Donc, je suis parti dans une petite sélection qui était au musée de Saint-Martin-de-Ré. J'étais très très fier. C'était extraordinaire d'être porté comme ça. Donc, j'ai fait des rencontres avec des gens dont j'ai aimé le travail, qui ont été, ouais ouais. C'est hyper important les autres, Et parce qu'au comment tu début, fais pour développer ton réseau justement pour aller à la rencontre de ces gens-là? Comment tu les as connus? alors moi, j'adore exposer dans un festival. J'adore les expositions collectives. Je conseille à tous les gens d'entrer dans des collectifs, de travailler avec les autres. Parce qu'en fait, un festival, c'est comme au Festival de Cannes, c'est-à-dire que il y a 30 ou 40 artistes qui se réunissent, on déjeune ensemble, on dîne ensemble, on travaille ensemble, on parle de nos pratiques, on prend les numéros de téléphone des uns des autres, on découvre par exemple que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Constance de Mestre, qui habite à côté de chez moi. Et elle est peintre, elle fait de l'abstraction, mais pas seulement. Mais elle est juste à côté, je le savais pas. On s'est rencontrés par hasard dans un vernissage. Et moi, je crois beaucoup au réseau. Je crois aux rencontres. On est beaucoup plus fort quand on est 10, 20, 30 artistes et qu'on exige une salle pour exposer. Voilà, on est plus fort et on attire plus de monde. C'est très dur de travailler seul, sauf si on est un peintre connu, on a un galeriste et à ce moment-là, on peut faire venir 200 ou 300 personnes à un vernissage. Mais quand on est en collectif, on est plus fort. Moi, je Mm. crois beaucoup à l'énergie des autres. Voilà, on partage leur travail, ils nous parlent de leurs problèmes, au dernier festival, là, on est allé à la plage ensemble, on discute, c'est vachement sympa. Moi, j'étais avec des peintres qui me disent, bah, moi, j'aime cette marque d'acrylique, moi, j'utilise tel type de toile, on se raconte des anecdotes. En fait, on passe du temps ensemble et on découvre que les autres sont comme nous. On n'est pas seul enfermé dans son C'est atelier. C'est pas rassurant, vrai. ça aussi, je pense. Je Ouais, pense que c'est rassurant de se rendre compte que les autres se posent aussi des questions, ont ouais, aussi des peurs, rencontrent aussi des hauts et des bas, et je trouve que ça absolument. fait du bien. Et en Ouais. plus, ce sont des gens qui comprennent ce que tu traverses, puisqu'ils les ont certainement traversés ou vont les traverser. Et c'est vrai que Ouais. c'est hyper important de se rassembler avec des gens qui font, voilà, qui sont dans la même démarche, quoi. Ah oui, Du oui, coup, oui, du c'est coup, important. pas d'expo solo pour toi, a priori. Alors, j'ai fait l'expérience une fois. D'abord, j'ai exposé trop tôt, donc je pense que mon travail n'était pas prêt. C'était des petits formats, et je suis allé exposer dans un lieu qui était un lieu tenu par des créateurs. Il y avait des céramistes, des gens qui faisaient du bijou, etc. J'ai exposé là-dedans,
Et je pense que c'était pas une bonne expérience parce que le lieu était pas adapté, les gens sont pas venus parce que seul tu attires 15 personnes, tu vois, ou 20 personnes, mais tu vas pas faire venir du monde. Ensuite, moi je trouve très important de faire attention aux conditions d'exposition, c'est-à-dire il faut vraiment avoir des espaces qui soient beaux, il faut une lumière qui soit belle, il faut des cimaises, il faut un éclairage, il faut un commissaire d'exposition, il faut que ça soit très bien fait. Et ça, dans un festival, en général, on l'a. C'est-à-dire que les lieux sont quand même assez porteurs. Il y a quelqu'un qui se charge de l'accrochage. Moi, je trouve ça indispensable. Moi, j'aime pas du tout quand les artistes accrochent eux-mêmes. J'aime qu'il y ait un regard extérieur, une sélection et qu'on s'y tienne. Il faut une certaine rigueur. Sinon, après, il y a trop de choses accumulées. Et il faut des très bonnes conditions. Il faut pas montrer n'importe quoi et il faut pas montrer n'importe où. Voilà. Ça, je pense que c'est la règle. S'il n'y a pas de sens, si le lieu ne fait pas sens, si la lumière n'est pas belle, si les conditions sont mauvaises, moi, j'y vais pas en général. Je pense qu'il faut, surtout l'abstraction. C'est une peinture qui a besoin d'être présentée, d'être portée. Euh, Mm. on peut pas. Et puis, il faut pas montrer à n'importe qui. Il faut pas aller n'importe où. Parce que ça peut être très blessant. Les gens font aussi des remarques, des réflexions. Il faut Mm. essayer d'entrer en contact avec un public qui est un peu intéressé dans un beau lieu. Voilà. Mais un beau lieu, ça peut être une chapelle, une église, ça peut être une cave, je sais pas. Mais il faut que le lieu ait du sens. Et sinon, ça marche pas et ça se voit tout de suite. Et en particulier pour l'abstraction, il faut faire très attention à la façon dont on montre son travail. Du Ça laisse coup, des traces. de ce que j'entends, t'as pas testé les salons classiques connus et reconnus. Non. Alors, il y a deux types de salons. Moi, il y a les salons payants. Alors, les gens les connaissent, hein, c'est Art3F, enfin voilà, tous ces trucs-là. Moi, j'ai eu que des très mauvais retours de gens qui ont payé très cher, qui se sont retrouvés avec des cimaises de 2,20 m de haut, un spot, et des gens qui défilaient toute la journée. Ça, ce type de salon payant, moi, c'est un principe, je paye pas pour exposer. Ou alors, je loue une galerie avec d'autres artistes, mais là, ça sera une autre démarche. Ces salons-là, moi, j'irai pas. Je pense que c'est pas intéressant. C'est peut-être intéressant pour certains peintres. Ça, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ont des bons résultats, mais les échos que j'ai eus étaient pas bons. Je crois davantage aux salons qui sont organisés par des artistes. Par exemple, à Paris, le salon, il y a Comparaison, Réalité Nouvelle. C'est des salons qui ont lieu dans Paris et qui sont organisés par des artistes de haut niveau. Il y a une sélection qui est assez forte. Alors ça, oui, si j'étais sélectionné un jour pour exposer euh, pour Réalité Nouvelle ou d'autres salons, là oui, c'est des salons artistiques véritablement. Il y a des galeristes, il y a une super sélection. Ça a du sens. Mais les salons payants, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune sélection, si ce n'est celle de l'argent. Et je suis pas sûr que les gens rentrent dans leurs frais. J'en ai pas une très bonne image. J'ai jamais fait ça. Tu parlais des galeristes là à l'instant. Ouais. Est-ce que tu en contact toi avec des galeries? Est-ce que tu es représenté par des galeries? Est-ce que tu as envie? Est-ce que Non, alors j'aimerais beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup. J'ai rencontré des galeristes qui ont regardé mon travail. La première, c'était à Nantes. Pour elle, c'était pas prêt. Elle m'a dit c'est trop tôt. C'était il y a quelques années. Il y a des galeristes qui, de temps en temps, regardent. Il y a des contacts, mais après, c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de galeries qui ont disparu. Et un galeriste, c'est quelqu'un qui s'engage auprès d'un peintre et qui le soutient. Quand ça marche, c'est bien, mais quand ça marche pas, le galeriste te soutient quand même et t'aide à tenir le coup. Et puis, il y a de moins en moins de galeries. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît dans un parcours, peut-être quand on a atteint un certain niveau, il faut travailler, il faut vraiment. Je pense que ça peut fonctionner quand on a vraiment un certain niveau de peinture. C'est un travail. Moi, je pense que la peinture c'est un travail et il faut vraiment que le travail soit parfaitement abouti. Il faut être prêt. Je pense que le galeriste arrive le jour où tu es prêt. Hmm. Et donc il faut travailler, il faut avancer, puis voilà. Après, économiquement, c'est très difficile pour les galeries en ce moment. Il y en a beaucoup qui ont disparu. À Hmm. Bordeaux, il y a quasiment pas de galeries, hein. C'est un modèle économique qui n'existe plus.
Les trois quarts des artistes maintenant travaillent en réseau, travaillent en collectif et essayent d'avancer comme ça. Parce que on l'a vu pendant la pandémie, on est quand même considéré comme Mm. de 12 illuminés, voilà. Mais on n'intéresse pas l'économie, ça génère pas assez d'argent. Donc je pense que il faut voir les choses Le, le- autrement. le terme était non essentiel. Voilà, c'est ça, on est non essentiel parce que ça génère pas suffisamment d'argent. Les gens comprennent pas et on est dans un monde quand même assez matérialiste. Il y a un marché de l'art très puissant international, mais ça c'est encore autre chose. C'est quelques artistes avec des sommes fabuleuses. Mais le galeriste français classique tel que ça existait dans les années 60 et 70, ça a un peu disparu. Le modèle se renouvelle. Il y a des galeries qui ont trouvé des nouvelles façons de fonctionner. Il y a une galerie à Paris qui s'appelle la Galerie Amélie qui propose des choses vraiment innovantes et qui marche très bien. Non, non, je crois qu'il y a une jeune génération, mais voilà. Après, il faut être prêt. Moi, je me dis, je cours pas derrière. Si un jour on vient me chercher, on verra. J'avance sans. J'avance Sans- avec. sans. Du coup, Voilà. juste, je me rends pas compte, tu exposes en moyenne combien de fois par an? Alors, moi, je fais partie des gens qui courent pas derrière les expositions. C'est-à-dire, j'expose une ou deux fois par an. Ça me suffit largement. Ok. Je, je pense qu'il faut pas exposer trop tôt. Justement, moi, c'est le conseil que je donnerais à des gens qui démarrent. Il faut pas exposer trop tôt. Il faut que le travail soit prêt. Il faut que le travail soit mûr. Il faut avoir bien avancé. Et il faut exposer, comme je l'ai dit, dans des bonnes conditions. Et moi, une ou deux fois par an, ça me suffit. J'ai des amis qui exposent beaucoup, qui exposent 10 ou 12 fois par an. Euh, Moi, je veux pas. Parce que quand j'expose, ça, je peins pas. Et puis c'est un peu perturbant. 15 jours avant, on peint plus parce qu'il faut encadrer, il faut Mm. vernir, il faut préparer. Après, il faut transporter, il faut Mm. accrocher, il faut tenir les lieux d'exposition, il faut organiser le vernissage. C'est un énorme travail. Et ça se fait au détriment du travail de peinture. Donc, moi, deux fois par an, ce serait le rythme idéal pour moi. Et du coup, tu vends essentiellement pendant que tu es en expo ou est-ce que tu as aussi, bah, j'imagine, un réseau de personnes qui achètent, qui rachètent peut-être? Ou est-ce que tu vends aussi par les réseaux sociaux, sur ton site? Comment ça se passe? Alors, il m'arrive de vendre des... Alors, je vends plus facilement des petits formats. Alors, l'abstraction, mon plaisir de peintre, c'est de peindre sur des grands formats. J'adore Mm. ça. Le Mm. problème, c'est que les gens hésitent à faire l'achat d'une toile d'un mètre carré ou 2 mètres carrés. Voilà. Donc, il faut produire des petits formats. Les petits formats se vendent mieux. Après, oui, il y a des ventes qui se font au moment de l'exposition ou après. On se retrouve après, les gens viennent Mm. me voir et il y a des gens qui rappellent quelques semaines plus tard, ça peut arriver. Et j'ai vendu deux ou trois fois par les réseaux sociaux. De personnes que tu connaissais absolument pas, qui t'ont contacté Oui, pour ouais, ouais. Insta. De gens qui suivaient et puis qui m'ont acheté quelque chose. Alors après, il faut gérer le transport. Ouais. Quand c'est dans une expo, c'est facile. Tu, tu emballes tes toiles et tu les donnes aux gens. Là, après, c'est encore une autre logistique. Mais il y a des peintres qui ne vendent que par les réseaux sociaux et qui vendent très bien par les réseaux sociaux. Internet a complètement remplacé le. Il y a des gens d'ailleurs qui n'exposent quasiment pas en vrai, qui ne montrent leur travail que sur le web et qui le vendent comme ça. Tout est possible, hein. On peut. Il n'y a pas vraiment de règles, je pense. Toi, du coup, comment, si on revient ouais, sur cette visibilité en ligne, sur cette présence en ligne, comment tu nous disais que tu l'utilisais comme un journal, Insta? Déjà, tu es Oui, présent que sur Instagram ou est-ce que tu es sur d'autres réseaux non, sociaux? moi c'est Instagram et mon site internet. Alors mon site internet, c'est un peu comme une vitrine. C'est surtout les photos des expositions. Je montre quelques œuvres, mais pas beaucoup. C'est une façon de me présenter assez rapidement. Instagram, c'est un journal visuel. C'est comme un journal intime. Mm. Pendant 3 jours, je peins uniquement avec du bleu. Il y a du pigment partout par terre, bleu. Je fais des photos. Ça me permet de retrouver des passages de ma peinture. Ça me permet de partager des doutes aussi, parce que j'en ai tout le temps. Voilà. Ça me permet aussi de voir les retombées assez rapides. Je vois si les gens aiment ce travail ou pas. Parce que les gens sont assez cash hein, sur les réseaux sociaux. Oui, Donc, il y a il pas tellement de faut. filtres. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est un rapport direct. Après, ça remplace pas une exposition.
Ça permet de prendre des nouvelles de gens qui sont loin. Ça permet de... L'année dernière, il y avait Anne Zablo qui exposait à Bordeaux et je le savais pas. Et par Instagram, je l'ai vue. Elle m'a dit ah mais passe, etc. Ça permet de voir un peu ce que font les amis, de voir Mm. ce qui se passe dans les autres ateliers. Voilà, c'est un lieu d'échange. C'est assez vivant. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien sur Instagram, c'est qu'il y a deux rythmes différents. Il y a soit une publication, soit ce qu'ils appellent une story qui s'efface au bout de 24 heures. Donc ça, c'est plutôt des trucs sur l'atelier. On renverse tous un jour un pot de vernis ou de pigment par terre, ou bien on tape à coups de pied dans une toile parce qu'on n'arrive pas à la terminer. C'est en fait un journal, c'est assez marrant, il y a des mouvements d'humeur, les Moi, gens... franchement, Sébastien, j'aimerais vraiment voir un jour une vidéo de toi en train de peindre avec de la techno à fond, quoi, s'il te plaît. Ah oui, oui, mais c'est vrai, hein. C'est parce qu'en fait, la musique, alors je peux peindre en silence, mais la techno allemande des années 90, Ah, la techno allemande en plus, c'est... ouais, Ah ouais. ouais. En fait, ça a un rythme tellement syncopé, on est à plus de 120 battements par minute. C'est de la folie, c'est vraiment ultra violent et c'est du rythme pur, c'est totalement syncopé. Et ça permet, si tu veux, de faire une peinture dans laquelle seule la main agit. Et l'épaule, il faut engager tout le corps. Enfin, après, on Mm. pourrait parler de technique de peinture, mais la tête ne peint pas. C'est vraiment l'épaule, le dos, le poignet, la main. C'est tout le corps qui peint. Et de temps en temps, on s'éloigne, évidemment, on prend un peu de recul. Mais il y a vraiment, ça dégage une énergie incroyable, et ça se voit sur la toile. Parce que longtemps, j'ai peint uniquement comme ça, avec la main. Et en fait, non, j'ai compris petit à petit qu'il fallait engager tout le corps dans cette Mm. peinture que je fais, en tout cas dans cette peinture abstraite. Bon, on le ressent effectivement on voit derrière tes créations, Ouais, 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 ouais. Oui, ouais, on ressent. Mais du coup, tu vois, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure quand tu as confié là que tu peignais avec de la techno en fond musical. sur cette série-là. Parce que Mais sur d'autres ah séries, oui, ça peut être en silence total. C'est ah ouais, c'est vraiment, ça. tout est énergie. Moi, je Mais pratique beaucoup le yoga, et en yoga, l'énergie, c'est le prana. Et moi, je dis tout est prana. J'en parlais à la dernière exposition, c'était mon texte. Et je pense que tout est énergie. Et je pense que la peinture, c'est de l'énergie. Quand on voit une toile de Monet, quand on voit les nymphéas de Monet, c'est peint par un homme très âgé qui perd la vue, c'est très émouvant l'histoire des nymphéas. Quand on voit ça au musée de l'Orangerie à Paris, bah, on est ébloui par la puissance de Monet. C'est de l'abstraction d'ailleurs, c'est même plus figuratif. Quand on voit John Mitchell, quand on voit tous ces peintres, même en France, Michel Destarac, Thibaut de Rimpré, etc., ça jaillit, c'est de l'énergie. Moi, je crois à ça, même en figuration. L'étoile de Francis Bacon. Moi, je crois beaucoup à l'énergie en peinture. En sculpture, je sais pas, j'ai jamais sculpté. Mais mais euh, mais du coup, parce que moi, c'est vrai que quand tu l'as dit, du coup, ça m'a effectivement, du coup, je me suis plus, je sais pas comment te dire, je suis plus rentrée dans ton univers et ouais, j'ai de suite vu le truc. Effectivement, oui, ouais. ça, ok, ça, Il faut ça. s'engager. En Mais fait, il faut vraiment partage- s'engager. est-ce que tu le partages ça justement avec sur les réseaux ou en expo que cette série-là, tu l'as faite dans cet C'est dit dans le univers-là? texte d'accompagnement, mais Ok. je j'ai jamais fait mais comme tous les peintres abstraits expressionnistes, hein, parce que c'est une forme d'abstraction, on appelle ça l'abstraction lyrique ou de l'abstraction expressionniste. C'est une peinture qui exprime très fort. Tous, si tu nous filmes en train de peindre, avec la toile au sol, on est à quatre pattes, on est en train de jeter de la peinture, on accroche, on retourne le tableau parce que parfois ce qui est en haut passe en bas, ce qui est à droite passe à gauche. On attrape des outils, on sait plus ce que c'est, mais il faut y aller. Il y a un moment, c'est un combat. Mais c'est ça qui est génial, hein. Moi, c'est ça que Mhm. j'adore dans la peinture. J'aurais jamais pu peindre des bouquets de fleurs très précisément. J'adore les gens qui font ça. Moi, j'en suis pas capable. J'ai des Mhm. amis qui font un travail très minutieux, très répétitif, très méditatif, que j'adore. Euh, Mhm. mais moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux, je pense, et Mhm. j'aime cette énergie-là, j'aime ce combat avec la peinture, et c'est le support qui gagne ou c'est toi. Mais à un moment, tu entres dans le support, et il y a une tension qui se crée. Le support Mhm. entre en tension. C'est Hélène Durdy qui dit ça. Elle dit le support entre en tension. Et le combat commence. Tu déposes le premier signe et à partir de là, tu peux plus t'arrêter. Le premier, tu t'accroches le deuxième, le troisième, et puis voilà. Il faut vraiment attaquer le support, sinon c'est lui qui va gagner.
Donc c'est un peu de la boxe parce que tu Ouais. cherches des appuis, tu cherches des ouvertures, tu cherches Mm. des écarts. C'est comme l'escalade ou la boxe. Tu vois, il y a une ouverture, tu y vas. Il y a un appui, tu t'appuies. L'abstraction, c'est une sorte de combat parce que t'as pas de représentation, t'as pas de perspective, t'as Ouais. pas de volume ou très peu. L'ombre et la lumière, c'est un peu aléatoire. Tu te raccroches à très peu de choses. Et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, t'es en danger. C'est une peinture dans laquelle le peintre est tout le temps en danger parce que tu peux pas effacer, tu peux pas gommer, tu peux pas vraiment recouvrir quoi. Il faut vraiment attaquer tout le temps. Et à un moment, ça s'arrête. Et le danger d'ailleurs, c'est de pas savoir s'arrêter et tu Oui. gâches le truc en deux gestes. C'est ça qui est fascinant, c'est ce combat-là que j'aime moi. J'adore. Ah, c'est très bien. Ça, c'est vraiment excitant. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? T'es en Mm, mm. danger à chaque toile. Et ça, c'est bien. Moi, Tu j'aime dirais que bien. sur une dizaine de toiles, tu n'y arrives pas dans combien de cas? Ah, moi, je m'arrête pas. J'attaque indéfiniment jusqu'à. Je lâche Ouais, c'est rarement un ça. support. J'ai Ok. des supports maudits, j'ai des toiles maudites qui sont retournées contre le mur de l'atelier et j'ai jamais réussi à les terminer, mais je sais qu'un jour, ça va se. Voilà. Y Pour arriver. l'anecdote, moi, j'ai eu un tableau que j'ai traîné pendant des années comme ça, un grand format. Parce que j'ai mis longtemps à comprendre que pour attaquer un grand format, il fallait attaquer avec des grands outils. Et moi, j'attaquais des grands formats avec des petites brosses, des petits pinceaux, et en fait, non. Et quand on attaque un grand format, là, j'ai appris ça, enfin j'ai compris ça, il faut attaquer avec des grands et gros outils. Il faut y aller vraiment. Et pendant des années, j'arrivais pas à terminer cette toile, elle avait été reprise 100 fois. Et un jour, en 10 minutes, je l'ai retournée, je l'ai collée au mur, j'ai commencé à peindre avec une couleur qui n'était pas du tout celle du départ, et c'est devenu un de mes tableaux préférés. Ah Voilà, oui. en 10 minutes. Mais voilà, il a fallu tout ce temps pour y arriver. Et on connaît tous ça, hein. On a tous des supports maudits, des ratages splendides, voilà. Et puis on essaye, on progresse. Moi j'ai fait des séries uniquement avec une couleur, du noir, et puis des séries très colorées. J'ai beaucoup tourné autour du bleu. Parfois on travaille sur du papier, parfois on est sur de la toile. On expérimente tout le temps. Donc ça veut expérimenter, ça veut dire accepter de rater les choses. L'atelier c'est pas un lieu de production, c'est un lieu d'expérimentation. Il faut pas produire trop. Ça devient mécanique après. Il y a un process, voilà. En parlant de création, justement, avant qu'on commence cette interview, tu me confiais aussi que tu avais croisé quelqu'un qui t'avait fait un joli conseil sur ta pratique artistique d'essayer l'huile. Oui, mais la Exactement. dernière exposition, il y avait Jacques Paris, qui est un peintre qui vit dans le sud de la France, qui est assez connu, qui a exposé dans pas mal de musées. Et Jacques Paris, il peint avec des pigments et de l'huile. Et moi, j'ai été très fasciné par la profondeur de ces toiles, par l'intensité de couleurs. Donc, on a beaucoup discuté technique. Et il m'a dit, tu peins à l'acrylique, parce que c'est vrai que l'acrylique, ça sèche très vite. Donc, quand tu fais une abstraction expressive, ça permet d'aller vite et de continuer à attaquer et de pas attendre 15 jours, tu vois. Tu perds pas le rythme. Mais le travail à l'huile est différent. Et lui m'a dit, tu devrais essayer l'huile. Tu verrais, ça t'apporterait des transparences, des intensités que tu auras jamais avec de l'acrylique. Et donc, il m'a donné envie j'ai acheté du pigment. Ok. Pour l'instant, j'expérimente parce que c'est une technique que je maîtrise pas bien, l'huile, surtout en abstraction. Bah oui. Voilà, moi j'ai appris l'huile dans un atelier, j'ai fait des copies de tableaux à l'huile, etc. Mais en abstraction, comme ça, très gestuelle, je maîtrise pas. Donc, Donc on va suivre ton travail de près du coup pour ouais, voir. ouais. On va voir, on verra. Il faut prendre des Bah, risques. bah, Un bien peintre sûr. qui prend pas de risques, il est fichu. Enfin, moi je sais que si je prends pas de risques, il se passera rien. Hmm, Je préfère me planter et attaquer un truc que de rester raisonnable et je pense faut avancer. je suis Faut se bien mettre en d'accord. danger. Je suis bien d'accord. Voilà. Dernière petite question, et je passe du coq à l'âne, et je m'en excuse, mais c'est parce que je sais qu'on en a parlé juste avant et que je voudrais en faire profiter les auditeurs. Tu sais, on parlait des produits dérivés. Oui. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as pas fait? Je sais que t'as testé ça. Et est-ce que tu veux bien juste nous faire un petit retour? Alors, moi, j'avais proposé il y a quelques années à une marque qui fait des foulards, des très beaux foulards en soie, de partir d'imprimer, en fait, de fabriquer des foulards à partir de morceaux de toile abstraite.
Je leur avais montré des exemples, je trouvais ça assez intéressant. Ça n'a pas abouti, mais c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. En objet dérivé, aujourd'hui, on peut agrandir sur papier certaines toiles et proposer à des gens d'avoir des reproductions de tableaux qui occupent des murs entiers. Ça peut être assez intéressant, par exemple dans un hôtel, d'avoir un mur entier d'une chambre qui soit couvert par la peinture d'une personne. Il y a des techniques maintenant qui permettent ça. Il y a des choses vraiment intéressantes à faire à partir de la peinture. Après, il faut pas dévaloriser sa peinture, il faut rester, à mon avis, sur des supports nobles. Les panoramiques, à mon avis, c'est intéressant. Tout ce qui tourne autour du tissu, c'est intéressant. Voilà. Après, je ferai pas des mugs ou des trucs comme ça, tu vois. Mais Mhm. je pense qu'on a des systèmes d'impression. L'impression digitale permet d'imprimer sur des supports hyper intéressants. Il y a certainement des choses à inventer et à trouver. Je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être une façon de faire vivre sa peinture, Mm, mm. je pense. Et oui, et puis parfois c'est nécessaire aussi de se diversifier un petit peu aussi, de faire plusieurs Ouais, choses différentes, permet de développer aussi son réseau, de développer son revenu aussi. ouais. Donc ça peut être des solutions aussi à exploiter, quoi. Oui, oui, on peut utiliser la peinture mais même pour une étiquette de vin. Ça peut Ouais. être assez noble, hein. Il y a des châteaux à Bordeaux qui ont travaillé avec des peintres Mm. qui ont fait des choses très bien. On peut intervenir sur des produits, habiller une bouteille d'alcool. C'est assez sympa. Ça, je suis sûr que c'est un J'adore. travail qui peut être bien. Ouais, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ouais, mais ça, on en est au début justement sur les étiquettes des bouteilles de vin. Ça se fait de plus Ouais, en plus. Et je pense que tout oui. le monde va y gagner parce que dans le supermarché, ce sont des bouteilles qu'on repère plus. On est très nombreux à acheter des bouteilles juste parce que l'étiquette est jolie. Enfin, moi, c'est Oui, le oui, cas. Je ne il connais y a pas des tas grand-chose. de... Ouais, Et du coup, il y a pas mal de partenariats à mettre en place comme ça. Il faut pas se restreindre, en fait. C'est ce que je dis souvent dans le collectif que j'anime. Imaginez qu'est-ce qui vous ferait rêver, vers quoi vous avez envie de vous diriger et allez-y, on ne sait jamais quoi. Enfin, il y a plein de choses à imaginer qui n'existent peut-être pas encore ou qui en sont qu'au ouais. début. Et il y a pas mal de Techniquement, choses à faire. ouais, Il y a plein de trucs à faire. il y a plein Ouais, de choses à faire. Oui, oui, c'est c'est certain. génial. Il faut J'adore. pas se freiner. Non, trop bien. Sébastien, dernière question. Oui. Qu'est-ce qui va arriver là dans ta vie d'artiste dans les mois à Alors venir? normalement, une exposition collective, peut-être autour de Bordeaux. Le lieu n'est pas encore fixé. On est en pourparlers avec différents lieux. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine exposition, c'est ça. Et Ok, après, on verra. ok, C'est une ou deux expos par an, donc on verra, voilà. C'est génial. essentiellement celle-là, la prochaine. Ok, On va voir ce ça que ça marche. donne. Trop bien. Bah, merci en tout cas. De toute façon, Merci je à toi. mettrai juste en dessous de l'épisode le lien de ton Insta et celui de ton Oui, site également. Comme ça, si les artistes veulent aller découvrir ton univers, ben voilà, ce oui, sera possible. Merci merci. en tout cas pour ta sincérité et tout ce que tu nous as confié. C'était passionnant. Franchement, je regarde je viens de regarder l'horloge. Ça fait presque 45 minutes, je crois qu'on est en fin de Très bien. discussion. Mais non, mais c'est génial. Merci à toi en tout cas, C'est merci trop beaucoup. bien. Ça m'a Bon, fait ben, plaisir. j'espère que tant mieux. Si ça t'a plu aussi, c'est chouette. Merci, un grand, grand, grand merci. À bientôt. On habite dans la même ville, alors j'espère qu'on va se voir Ouais. en vrai. Ben oui, j'espère. Et voilà, bonne écoute à tous, bonne journée à tous, et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. À bientôt, merci.